Propaganda, de la propagande ou comment manipuler l'opinion publique en démocratie. 7. La propagande et les activités féminines suite. Un club qui a pour vocation d'encourager la bonne gestion du foyer et les arts ménagers parrainera une école de cuisine s'adressant tout spécialement aux jeunes épouses. Les cours culinaires récemment organisés au Carnegie Hall sous la houlette du Herald Tribune new-yorkais témoignent du vif intérêt des femmes pour ce type d'apprentissage. Organisés sur plusieurs jours et suivis par près de 3000 personnes, ils ont fait salle comble, rivalisant avec le pouvoir d'attraction d'un McCormack ou d'un Paderewski et apportant un démenti flagrant à l'idée selon laquelle les habitantes des grandes villes bouderaient le rôle de maîtresse de maison. Un club qui a à cœur de promouvoir la santé maternelle et infantile appuiera sans réserve un mouvement prônant la distribution de lait dans les écoles ou l'ouverture d'un centre de soins pour enfants en bas âge. Un club de musique fera œuvre utile si, élargissant sa sphère d'influence, il aide la station de radio locale à proposer des programmes musicaux de meilleure qualité. La dénonciation de la mauvaise musique nécessite un engagement aussi ferme que n'importe quelle campagne politique et peut mobiliser autant d'énergie. Un club artistique apportera à sa ville une contribution précieuse en y organisant des expositions temporaires. Il peut également préparer des expositions itinérantes d'œuvres réalisées par ses membres ou présenter les créations des élèves des écoles des beaux-arts. Un club littéraire qui s'aventure hors du cercle enchanté de la lecture et des grands auteurs peut jouer un rôle décisif dans la vie éducative locale. Il pourra par exemple organiser à l'intention des lycéens un concours de dissertation sur l'histoire de la ville ou sur la vie du plus célèbre de ses fils. En sus de défendre la cause particulière autour de laquelle il s'est constitué, le club féminin en règle générale n'hésite pas à lancer ou à soutenir un mouvement se proposant d'améliorer les conditions de vie de tous dans tel ou tel domaine. Enfin et surtout, c'est un relais efficace qui permet aux femmes de se sentir pleinement partie de l'opinion publique. De même que, dans la vie privée, les femmes complètent les hommes, elles les compléteront dans la vie publique en concentrant systématiquement leurs efforts sur ces objets qu'ils ont tendance à négliger. Un espace immense s'ouvre aux femmes désireuses d'être les protagonistes de nouvelles idées et de nouvelles méthodes dans l'administration politique et sociale du foyer. Bien organisées, conscientes de l'influence qu'elles exercent sur leur entourage, elles peuvent utiliser de bien des façons leur liberté récemment acquise pour faire du monde un endroit où la vie serait plus belle. 8. La propagande au service de l'éducation. Le grand public ne s'intéresse pas à l'éducation autant qu'elle le mérite. Le système d'enseignement public reçoit certes les appuis matériels et financiers dont il a besoin. La plupart des jeunes gens rêvent d'entrer à l'université et toutes les classes d'âge partagent de vagues aspirations culturelles qui trouvent à s'exprimer dans des cours et des conférences innombrables. Pourtant, le public n'a pas idée de la véritable valeur de l'éducation et il ne réalise pas que cette force de cohésion sociale devrait être traitée avec plus d'attention en démocratie. On peut regretter que les journaux ne lui fassent pas plus de place, qu'il n'y ait pour ainsi dire pas de discussion de fond sur les enjeux éducatifs, que l'enseignement ne mobilise l'opinion que de manière épisodique, à propos par exemple du nouveau système scolaire mis en place à Gary ou de quelques vastes débats, tels celui déclenché par la décision d'ouvrir à Harvard un institut d'études commerciales. Des raisons multiples sont à l'origine de cette situation. Il y a tout d'abord la formation des enseignants, qui les prépare à stimuler la réflexion individuelle des élèves dans la salle de classe, mais pas à être les éducateurs au sens large du peuple. Dans un régime démocratique, l'enseignant devrait entretenir avec l'opinion une relation saine et bien définie,
qui serait le pendant logique de ses devoirs professionnels. Strictement définis, ceux-ci ne s'étendent pas au grand public, mais d'une certaine façon, l'enseignant lui est redevable à plusieurs égards. Il gagne sa vie grâce à lui, il a besoin de son soutien moral, et pour bien exercer son métier, il a tout autant besoin d'un bon niveau de culture générale. Or, dans le domaine éducatif, le constat est identique à celui que nous avons déjà dressé en politique et dans d'autres secteurs de la vie sociale. Les spécialistes de la profession n'ont pas évolué au même rythme que la société moderne et ils ne se sont pas saisis des outils qu'elle a conçus pour assurer la diffusion des idées. Si cette observation est juste, la formation dispensée aux enseignants dans les écoles normales devrait ouvrir le programme d'études à tous les sujets susceptibles d'élargir leur point de vue. Comment le grand public aurait-il une vision claire des choses si les enseignants eux-mêmes ignorent tout du rapport entre l'opinion et l'idée du savoir? La formation qu'ils reçoivent dans les écoles normales devrait les amener à réaliser que leur tâche comporte en fait deux volets. L'enseignement à dispenser aux élèves en tant que professeur et l'enseignement à dispenser à l'opinion en tant que propagandiste. L'écart qui existe aujourd'hui entre les visées éducatives et les préoccupations ou les intérêts du grand public a une autre cause qui tient à l'attitude mentale du pédagogue, instituteur ou professeur de lycée envers le monde extérieur à l'école. On touche ici à un problème psychologique très délicat. L'enseignant vit dans un monde qui accorde une extrême importance au but et aux accomplissements objectifs tant prisés par la société américaine. Lui-même gagne sa vie modestement, voire chichement. S'il se juge à l'aune des critères unanimement acceptés, il ne peut se défendre d'un sentiment d'infériorité, car il sait que dans leur fort intérieur, ses élèves le comparent avec l'homme d'affaires ou le leader d'opinion ayant brillamment réussi dans le monde extérieur. Il se sent lésé, rejeté par notre civilisation. Les choses étant ce qu'elles sont, la situation ne changera de l'extérieur que si le grand public adopte d'autres critères de réussite, ce qu'il ne fera sûrement pas de sitôt. Elle pourrait cependant être modifiée de l'intérieur par le corps enseignant lui-même s'il prenait conscience non seulement de la relation individuelle entre maître et élève, mais aussi de la relation sociale entre les maîtres de grand public. Personne ne lui conteste le droit de mener sa propre propagande afin d'éclairer l'opinion sur la nature du service qu'il rend à la société. En sus de faire de la propagande pour ses membres pris individuellement, le corps enseignant doit élever le niveau de considération qui lui est témoigné. Faute d'y réussir tout seul, il se privera rapidement des moyens d'attirer à lui des talents remarquables. La propagande ne suffira d'ailleurs pas à rectifier tous les aspects regrettables de la situation des enseignants. Les bas salaires, l'absence d'une trésorerie suffisante pour assurer des retraites convenables font partie des facteurs qui jouent au détriment de leur statut professionnel. En revanche, des déclarations intelligentes fondées sur la composition effective de l'opinion auraient probablement pour effet de modifier l'attitude générale vis-à-vis du corps enseignant. Ce changement se manifesterait d'abord par des interventions en faveur d'une réévaluation des salaires de la profession. Les institutions universitaires américaines n'ont pas toutes les mêmes sources de financement. Il en est dont le fonctionnement est essentiellement assuré par les sommes que leur versent les gouvernements des États. D'autres qui s'appuient essentiellement sur les fonds qu'elles reçoivent de fondations privées. On en trouve également qui bénéficient d'autres sources de financement, confessionnelles par exemple, mais les deux premières catégories rassemblent de loin le plus grand nombre d'établissements de l'enseignement. Chaque université d'État a droit à un budget alimenté par les habitants de l'État et voté par les instances législatives. En théorie, ce soutien financier est fonction du crédit de l'institution auprès des électeurs. La prospérité d'une université d'État
dépend en définitive de sa capacité à se vendre à ses bailleurs, autrement dit, à la population de l'État. Elle est donc dans une position délicate, sauf si par extraordinaire elle a pour président un homme hors du commun, un excellent propagandiste passé maître dans la présentation des enjeux éducatifs. À supposer que ce soit le cas, à supposer qu'elle définisse l'ensemble de ses programmes dans le but avoué d'obtenir le soutien de la législature, sa fonction éducative risque d'en pâtir. En effet, l'université pourrait alors céder à la tentation de fonder son appel au grand public sur le service public réel ou supposé qu'elle assure, et abandonner à elle-même ses fonctions éducatives proprement dites. Cela reviendrait à choisir d'éduquer la population générale aux dépens de la population étudiante et provoquerait à plus ou moins brève échéance de nombreux problèmes. À terme, l'université ne serait plus qu'un instrument politique à la disposition du parti au pouvoir. Si le président de l'université en impose au grand public et à la classe politique, il est à craindre que sa personnalité fasse de l'ombre à la mission première de l'institution.